toujours en compagnie de Joseph Massescaron et Victor Hérault de Valeurs Actuelles, notre invité qui a l'amabilité de rester en ligne avec nous puisqu'il nous appelle du Canada. Pierre Pahlavi, membre de la famille impériale du Shah d'Iran, spécialiste de l'Iran et co-auteur avec son père du Pont de la Victoire, l'Iran de la Seconde Guerre mondiale et le marécage des ayatollahs. Pierre Pahlavi, on parlait religion à l'instant, juste avant la pause, et on se demandait quel islam reviendrait, quelle religion, mais on imagine un islam modéré. Y a-t-il un islam modéré en Iran aujourd'hui ? Alors, il y avait un islam beaucoup plus quiétiste à l'époque du Shah d'Iran. Un des prédécesseurs de l'ayatollah Khomeini, qui a été donc le chef de la révolution islamique, l'un de ses prédécesseurs, l'ayatollah Bouroujerdi, était tourné vers un système beaucoup plus discret, une pratique moins politique de l'islam, qui est beaucoup plus d'ailleurs dans la tradition du chiisme, du haut décimain iranien. Les révolutionnaires khoméinistes ont d'une certaine manière arsenalisé l'islam chiite avec des penseurs comme Ali Shariati, et ils ont développé une pratique religieuse beaucoup plus agressive, beaucoup plus politique, beaucoup plus engagée. On pourrait gager sur le retour d'un islam plus propre aux traditions iraniennes. Joseph. Oui, vous avez parlé très justement là, donc des schismes du haut-décimain, mais il y a aussi des sunnites en Iran. C'est-à-dire que en fait, l'Iran est également une mosaïque de religions. Et dites-moi si je me trompe. Donc il y a peut-être aussi là une difficulté à trouver un langage commun avec toutes ces religions. Absolument, et à rajouter en plus sur cette idée de mosaïque ethno-culturelle et religieuse, le fait que les Persans en Iran ne constituent que 51% de la population. Vous avez beaucoup de minorités ethniques, kurdes, tadjiks, azéris, baloutches, qui sont tentés d'utiliser la situation actuelle pour prendre leur distance, voire leur autonomie vis-à-vis du pouvoir central jacobin iranien. Est-ce que vous craignez un éclatement ? Est-ce que c'est possible ? C'est la crainte de tous les Iraniens. Alors je dirais là, c'est peut-être l'élément unificateur qui rassemble à la fois la population domestique, mais aussi la diaspora iranienne qui compte 5 millions de membres. C'est la crainte des Iraniens, c'est d'un nouveau morcellement de l'Iran. Cette crainte se mêle de paranoïa, l'impression que peut-être les puissances extérieures ce reproche, ils le mettent souvent sur le dos des Israéliens, cherchent à démanteler l'unité nationale et à remettre en cause l'intégrité territoriale de l'Iran. C'est une grande peur, oui. Et quel est le rôle, à votre avis, des voisins, le rôle des pays qui sont dans cette région du monde ? Vous parliez des Kurdes, quel est le rôle de la Turquie qui, on le sait, avec le président Erdogan, a un pouvoir politique extrêmement puissant ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Alors le président Erdogan a toujours joué un rôle assez ambivalent vis-à-vis du régime iranien, soutenant les mollahs de temps en temps, les contrant sur d'autres, notamment sur la question kurde, les deux pays partageant une même minorité. Il a eu la même ambivalence pour d'autres pays comme la Syrie par exemple. Absolument, c'est vraiment sa politique assez machiavélienne, si vous permettez. L'autre élément assez intéressant, c'est l'Azerbaïdjan, la République d'Azerbaïdjan indépendante, qui est sous contrôle de la famille Aliyev et qui a des relations très serrées avec Israël. Vente de pétrole contre exportation d'armes, et il y a toujours la crainte d'un irrédentisme. Il faut savoir, pour vos auditeurs, que 25% de la population iranienne sont azéris, et il y a toujours eu ce projet des Azerbaïdjanais indépendants de renouer avec leurs frères iraniens, et donc de créer un grand Azerbaïdjan. Là aussi, il y a une grande paranoïa de la part des dirigeants iraniens. Et on a vu ce qu'ils ont fait avec l'Arménie. Victor Hérault de Valeurs Actuelles. Bonsoir Pierre Pahlavi. J'aimerais savoir ce que vous dites à ceux qui, depuis la France, soutiennent cette révolte, mais ne voient dans cette révolte que l'aspect social et économique, qui refusent de voir l'aspect idéologique. Je pense notamment à la France insoumise. Je pense qu'ils sont les alliés objectifs des mollahs, en refusant de condamner ce régime qui maltraite les minorités sexuelles, minorités ethniques,
les femmes, les dissidents politiques de tout genre. J'irais jusqu'à dire que c'est un régime fasciste, et les filles, en ne le condamnant pas, lui donnent des gages et prolongent son espérance de vie. Je dirais aussi que l'Union européenne, en refusant de condamner plus fermement et de prendre des mesures de rétorsion contre ce régime, l'aide à se maintenir en place plus longtemps que de raison. Est-ce que pour vous, le président de la République, le gouvernement français ont été à la hauteur dans leur soutien ou... Absolument pas. Ouais. Les Iraniens de la diaspora et ceux de l'intérieur ont en souvenir que le président Valéry Giscard d'Estaing a aidé, ou en tout cas n'a pas empêché le retour de l'ayatollah Khomeini en Iran. Donc l'Iran est complice du triomphe de la révolution islamique en 79, par sa pusillanimité à contribuer au maintien de ce régime au cours des 47 dernières années, et aujourd'hui refuse par exemple, déclarer que l'opposition est le seul interlocuteur valide de Paris. C'est un geste fort qu'il faudrait que Paris prenne aujourd'hui. C'est Jean-David Lévite qui raconte cette anecdote alors qu'il était stagiaire à l'Élysée à l'époque. Stagiaire, enfin il était énarque, mais en tout cas il était en poste, il était tout jeune. Et Valéry Giscard d'Estaing était président de la République, mais c'était, je ne sais plus, c'était Noël ou le Nouvel An, enfin en tout cas c'était une période de fête quand Khomeini débarque. Et donc il appelle le Brégançon où était Giscard d'Estaing, et on lui dit qu'est-ce qu'on fait avec Khomeini, et on lui dit et le président dit mais est-ce qu'il a un visa en règle? Et effectivement à l'époque les Iraniens, corrigez-moi parce que c'était sous le Shah d'Iran, pouvaient rentrer en France, et donc il avait un visa, et le président de la République aurait dit écoutez voilà, comme il a un visa en règle, laissez-le rentrer, on ne peut rien faire. Et c'est comme ça que Khomeini est rentré. Le juridique au-dessus de la politique. Le juridique rejoint la politique. Ouais. Joseph Massescaron. Oui, on a parlé de la diplomatie française ou de l'exécutif français, mais je voudrais juste, moi, faire un focus, pardonnez-moi, sur les Nations Unies et sur le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a fini par faire un tweet, un message, en disant qu'il était choqué par l'usage excessif de la force des autorités iraniennes, je cite, c'est-à-dire excessive use of force by the Iranian authorities. Est-ce que c'est pour vous, ça résume bien la situation que c'est terrible, j'en rigole, mais c'est absolument terrifiant en fait. Et derrière, la vraie question, c'est est-ce que vous ne vous sentez pas terriblement seul? Abandonné, absolument. Moi, à titre personnel, comme citoyen iranien, mais aussi tous les Iraniens de l'intérieur et de l'extérieur, quand on sait que l'Iran est le pays qui, avec la Chine, exécute le plus systématiquement ses propres ressortissants, et qu'on sait que la GN de la République islamique fonctionne à plein régime à l'heure actuelle, en plein blackout avec la coupure d'Internet, on se demande où sont les démocraties libérales et pourquoi elles ne se lèvent pas de manière beaucoup plus ostentatoire pour condamner ce qui se passe en Iran aujourd'hui, mais aussi depuis 47 ans. Mais alors pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous avez une explication justement à cette couardise, lâcheté, cet abandon? Alors, il faut savoir que dans la culture iranienne, il y a, on s'appelle nous-mêmes souvent paranopolis. Mais Dickens disait les paranoïaques sont de grands lucides. Toujours est-il que, pour répondre à votre question, on est persuadé en Iran que le Shah d'Iran a payé le prix de sa volonté de souveraineté. Je rappelle qu'en 1973, il a fait un sale coup aux puissances occidentales en multipliant par 3 le prix du baril du pétrole. À l'époque, il était très mégalomaniaque, soyons honnêtes. Il donnait des leçons de morale aux pays occidentaux en présageant la chute des puissances occidentales corrompues, etc., etc. Donc, d'une certaine manière, il a été abandonné parce qu'il était, il était agressif, il était provoquant, et on a l'impression qu'un Iran contrôlé par les mollahs est moins dangereux pour la communauté internationale
qu'un Iran souverain. Voilà. Mais c'est toute la difficulté aujourd'hui de retrouver un régime stable. Merci beaucoup. Merci infiniment Pierre Pahlavi d'avoir été en ligne avec nous du Canada, membre de la famille impériale, je rappelle, du Shah d'Iran, spécialiste de ce pays et auteur de 2 ouvrages, Le marécage des ayatollahs avec votre père Christian Pahlavi. Ça a été publié en 2015 et également Le pont de la victoire, l'Iran de la Seconde Guerre mondiale. 19h42 sur Europe